bonjour tout le monde. Épisode 4 de Sport Inc. Merci d'être avec nous. Mon nom est Geneviève Tardif, Sacha Gavami. Salut, Jen, salut. Et on a un invité spécial. Oui. Alexandre Pratt, salut. Bonjour, merci pour l'invitation. Ben là, merci, ce n'est que le début. Oui, j'espère. Oui, il faut. Ça, non, je pense que toi, tu vas avoir une carte spéciale. Mettons que tu peux venir quand tu veux. Écoute, j'aime ça. J'aime tout ce que j'entends. Oui, Alex, on s'est parlé cet été, puis quand on a parlé qu'on faisait ce balado-là, il était intéressé à venir évidemment pas à chaque épisode, mais de temps en temps, puis veux pas, t'as quand même... Je t'ai cité à quelques reprises dans les dernières semaines. Je pense à chaque épisode. Parce que je vous écoute. Il y a des éléments intéressants dans ce que tu dis, fait que merci d'être avec nous. Puis ça fait un bon épisode qui suit celui qu'on a fait il y a 2 semaines. Hey, ça a fait jaser cet épisode-là. C'était tellement intéressant. Oui, avec Jason Chevrier, fiscaliste, qui est venu parler de démystifier tout ce qui est de l'imposition Canada-US, les conventions de retraite, que je pense beaucoup de gens ont appris que... Bonus de signature, etc. Ouais, et là, on a des questions sur YouTube. Oui, on a des... Ben, YouTube et sur Cause Sport, directement, il y a des gens qui mettent des commentaires et des questions, puis il y en a une qui m'a attiré l'attention. Hugo Côté, qui nous a écrit, puis il a l'air d'être un fan du balado, fait qu'on salue Hugo. Une question importante, c'était l'épisode de la semaine passée, il disait « Est-ce que le décaissement de la convention de retraite est sujet à une double imposition pour un non-résident canadien? » Fait qu'en gros, on parlait de... Tu mets l'argent dans la convention de retraite, puis lorsque tu le sors, comment l'impôt fonctionne. Puis j'ai pris une capture d'écran de ça, puis je l'ai envoyé à Jason. Puis en gros, il disait que... Je vais lire textuellement ce qu'il dit, parce que je ne veux pas paraphraser un fiscaliste. Excellente question, et la réponse dépendra effectivement du pays de résidence et des lois applicables dans ces pays. Le décaissement fonctionne bien d'un point de vue États-Unis, et comme la plupart des équipes à la NHL se retrouvent aux États-Unis, les États-Unis sont généralement un pays de prédilection pour procéder au décaissement. Par contre, un joueur qui décide de procéder dans un décaissement dans un pays européen devra vérifier qu'un spécialiste du pays en question. Fait qu'en gros, il dit, advenant que le décaissement soit imposable dans l'autre pays, ce pays accordera généralement un crédit pour impôt étranger pour le 25% payé au Canada. Reste à voir si la taxe de l'autre pays est de plus de 25%. OK. Fait qu'en gros, il dit que le crédit d'impôt va s'affecter. Puis moi, ma question, c'est... Mais admettons que le joueur retourne habiter aux États-Unis après sa carrière, est-ce que le 25% d'impôt de la convention de retraite est payé au Canada ou aux États-Unis? Et donc, la réponse est au Canada. Fait que quand tu décaisses la convention de retraite, tu payes tes impôts au Canada. Mais aux États-Unis, ça dépend, mais pour l'instant, c'est pas considéré comme imposable, cette somme-là, pour des raisons très techniques, là, parce que c'est comme une fiducie étrangère quand tu rentres. Fait que, tout ça pour dire que la convention de retraite, exemple, un joueur joue pour le Canadien de Montréal, il fait une convention de retraite, il quitte le Montréal, il retourne aux États-Unis, 5 ans plus tard, il sort l'argent aux États-Unis. En date d'aujourd'hui, il ne paierait pas d'impôt aux États-Unis, puis il paierait le 25% au Canada, au lieu de 53%. Merci mais si beaucoup, c'est en Sacha. Europe, il faut voir le pays, mais on s'entend qu'on parle beaucoup des joueurs américains, veulent pas. Exact. Tu vois, c'est pour ça, Alex, que j'aime animer ce podcast-là, parce que j'apprends plein d'affaires. C'est pour ça que je suis journaliste puis pas fiscaliste. Aussi, merci, on va garder notre siège. Oui, je pense que oui. Quand Jason parlait l'autre fois, puis j'écoutais, j'étais comme, mon Dieu, il y a tellement de chiffres qui se lancent, là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Mais c'était bien, ça nous a éclairci, puis... Exact. Je pense que ça a amené beaucoup de bonnes informations. Oui, puis je pense qu'aujourd'hui, ça va être la même chose. Donc, on va parler de plusieurs sujets d'actualité, que ça soit... là, on va commencer avec les paris illégaux, paris sportifs. Ensuite, là, je veux pas mettre le fer dans la plaie, mais c'est sûr qu'on va parler de la récente série mondiale, baseball. Oui. Je pense que tu en es revenu. Non. Non? Mais je vais en parler quand même. Oui, c'est correct. OK. Sinon, on va parler de notre sujet principal. C'est quoi? C'est le sport professionnel à Montréal. Ben, j'ai écouté le documentaire des expos. On va revenir là-dessus. Là. Alex était présent dedans, il a fait un excellent travail. D'ailleurs, on va savoir qui a tué les expos. C'était un peu... Je m'étais promis de ne pas le regarder pendant les séries des Jays, parce qu'en tant que grand fan des Jays, je voulais pas être déprimé. J'ai attendu que les Jays perdent, j'ai écouté à soir, j'étais encore plus déprimé ce matin en me réveillant. Moi, chez toi, genre... Terrible. Mais ça m'a... Tu sais, on en parlait avec Alex puis avec toi, Jen, avant l'épisode, on se parlait hier, on disait... Question, je pense que ça fait réfléchir tout le monde. Est-ce qu'à Montréal, on est une ville de sport? Est-ce qu'on peut acquérir d'autres équipes? Est-ce qu'on peut aller des événements? Puis est-ce qu'on peut aspirer... Bon, peut-être pas le baseball, ça semble être un projet mort pour plusieurs raisons. On va en parler. Alex.
Mais Faut voir. est-ce qu'on... Ben, j'espère. Après, hier être soir, je me suis compliqué. couché, là, Ça va être j'étais comme... compliqué. Là, mon but de vie, c'est de ramener les expos. Je sais pas comment, mais là, je veux ramener... Tu sais, ça va te chercher, je veux pas, ce documentaire-là. On a déjà vu des agents acheter des équipes, là. Ouais, ben c'est ça, mais ça prendrait plus que Sacha, des... je vois les étoiles dans tes yeux. là. Ah, j'étais comme, mon Dieu, il y a quelque chose de beau dans le sport professionnel. Comme, mettons juste parenthèse, parce que là, je trouve qu'on va embarquer dans les sujets du sports business. Oui, oui, mais oui. il y a tellement des aspects psychologiques, le fun. Tu sais, comme le fait que 45% des gens ont écouté, les Canadiens ont écouté la série mondiale, Uh-huh. Game 7. Ah non, mais c'était les gars regardaient ça dans le vestiaire, là. Il y avait le Oui, oui, tout à téléviseur, fait, puis c'était tout à ça, fait, puis tout toutes à les fait. équipes. Il y a de quoi de super apaisant, Uh-huh. puis de comme le fun. Je pense pour la société, le sport, en tout cas, beaucoup de bienfaits. Fait on va parler de est-ce que Montréal a encore sa place dans l'échiquier du sport professionnel. Ouais. Puis, somme toute, Alex, va pas voler le punch, mais il y avait quand même des bons points à soulever là-dessus. Exact. Je suis plutôt positif. Mais ouais, puis toi, tu vas être l'avocat du diable, c'est Moi, le j'étais cas de un peu le plus dire. négatif hier, mais quand on se parlait, mais il m'a ramené vers... Ok. ben, j'étais au plus Dans le négatif. droit chemin, Ben, tu c'est parce peux que le je suis dire, très ça, négatif depuis samedi soir, fait que là, ça m'a fait du bien Bon, de... ben là, d'amener vous allez être encore plus négatif parce qu'on va commencer l'actualité avec cette histoire, immense scandale de paris illégaux dans la NBA. Ça implique de gros noms, comme le joueur du Heat, Terry Rozier, et l'entraîneur Chauncey Billups. Ouais. Je vais expliquer, parce qu'il y a deux enquêtes en parallèle. Il y a, premièrement, l'opération Nothing But Bet. Donc, c'est des joueurs de la NBA qui auraient simulé des blessures et donné de l'information sur des joueurs blessés. Ça, Terry Rozier en fait partie. Mais évidemment, il y a la présomption d'innocence. Là. Il n'y a rien qui est prouvé pour l'instant. Et il y a l'opération Royal Flush, qui est un réseau de poker illégal qui aurait qui aurait utilisé des outils technologiques comme des lentilles contact spéciales, des tables à rayons X. C'est comme genre James Bond, Oui, Mission c'est Impossible. exactement ça. Et Chauncey Billups aurait invité des vedettes. On aurait profité de sa notoriété là, pour inviter des gens connus dans ce stratagème-là. Et en plus de ça, ben, c'est la mafia, plusieurs groupes de mafia de New York qui seraient impliqués là-dedans. Ouais, puis je pense que le but de pourquoi on en parle dans un Ben balado de business du sport, c'est la réalité des paris sportifs. Puis moi, je le vois dans la NFL, on reçoit beaucoup de communication de la part du syndicat des joueurs sur les règlements à respecter au niveau de tous les paris sportifs, puis encadrer les joueurs là-dessus. Pour moi, c'est quand même quelque chose à surveiller dans les prochaines années. Comment les ligues vont encadrer et surveiller les joueurs pour qu'ils évitent des situations comme ça, ou est-ce que, bon, il y a une présomption d'innocence, mais si un joueur partage de l'information insider qu'on appelle, donc, moi là, je te dis à la 10e minute, moi je sors du match, puis tu peux bêter là-dessus, ben c'est quand même un gros problème d'intégrité du sport. Puis je sais pas c'est quoi la solution, outre surveiller tous les spikes de betting qu'il y a, puis tu sais, les anomalies. Mais c'est quand même un drôle de monde dans lequel on vit, où est-ce que tu as beaucoup de compagnies de paris sportifs qui commanditent des arénas, commanditent des événements sportifs. Fait qu'il faut que ça, c'est correct, mais il faut que tu sois capable de bien encadrer puis s'assurer que ces situations-là ne se reproduisent pas, parce que ça met en... La NBA, c'est pas la première Mais non, c'est pas la première incident, fois. là. Non, il y en a eu 3 au moins dans les dernières années. L'autre chose, c'est au baseball. Cette année, il y a quand même un super joueur étoile, là, Emmanuel Classé, qui joue pour les Guardians. Ouais. C'est quelqu'un là, qui aurait pu se rendre jusqu'au Temple de la Renommée. Là, il n'a pas joué depuis le mois de juillet. Mais lui et un de ses coéquipiers sont présentement sous enquête. On ne sait pas exactement pourquoi, mais on a montré des lancers faits par l'autre lanceur qui étaient des premiers lancers d'une manche, mettons la deuxième manche ou la 6e manche. Puis les lancers étaient vraiment très loin de la zone des prises. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans les années 80-90, tu pouvais parier sur le résultat d'une partie. Mais maintenant, avec l'explosion du pari sportif, aux États-Unis, tu peux faire des prop bets, donc des micro-paris. Tu peux parier, est-ce que le premier pitch, mettons, le premier lancer, la deuxième, la 6e manche, ça va être une balle ou une prise, ça va à ce niveau de précision-là. Et là, ça commence à être très difficile d'identifier, OK, quels athlètes trichent ou pas, parce que, tu sais, un mauvais lancer n'influencera pas le résultat final d'une partie. Les Guardians peuvent quand même gagner. C'est comme au tennis, la différence entre une victoire de 6-2, 6-1 ou de 6-1, 6-1. Si tu es sûr que tu vas battre l'autre, puis tu dis, OK, il y a un jeu sur lequel je vais être un petit peu plus lousse, puis la personne va gagner son micro-pari, je vais peut-être être tenté de le faire. Il y a eu aussi des allégations faites au tennis là, dans les dernières années.
les micro-paris, c'est vraiment dangereux. Puis là, ce qu'on remarque depuis quelques mois, en fait, depuis le scandale avec les Guardians au baseball, il y a des législateurs aux États-Unis qui veulent changer ça, qui veulent interdire ou en tout cas mieux encadrer les micro-paris parce que c'est vrai que ça devient compliqué pour les joueurs. Puis il y a aussi des joueurs de baseball, si on l'a su cet été, qui ont été mis sous pression de parieurs, de performer de telle ou telle façon. Alors, on se retrouve en effet avec l'intégrité du sport qui peut être remise en question présentement. Puis là, ça touche des sports d'équipe, mais c'est aussi le cas dans des sports individuels. Mais donc, on parle du plus gros, si ça c'est prouvé, là, ce serait le plus gros scandale de corruption dans le monde du sport, ever. Oui. En 1919, au baseball, la Série mondiale a été truquée avec 8 joueurs. Ah oui, les Black Sox! Ouais, c'était quand même pas pire aussi. Oui. Mais tu sais, souhaitons que ça ne survienne pas. Ça serait vraiment comme dramatique qu'un des grands sports majeurs ou le soccer, mettons, en Europe, ça arrive. Mais les chances, tu sais, le terreau est très fertile pour ça. Puis si la tendance se maintient, on va en voir un moment donné. Parce que ça peut entacher une ligue. C'est l'histoire le scandale des Black Sox, là, ça avait donné vraiment une mauvaise image au baseball. Oui, pendant longtemps. Puis même, c'est Donald Trump là, qui a un peu changé la donne, je pense, en 2025. Mais ça a été long. Avant qui veut les rétablir. Mais oui. C'est ça, mais tu sais, Pete Rose, ça a fait scandale aussi. Il n'a jamais été admis au temple de la renommée. Puis au hockey, il y en a eu dans les années 40 aussi des joueurs qui ont truqué des parties, dont mon ancêtre, je pense, Babe Pratt, là, sauf erreur. Je pense qu'il a un petit peu joué là-dedans. C'est pas mon ancêtre, c'est pas mon ancêtre. Non. On a le même nom, mais non, on n'est pas liés ensemble. Mais je pense que c'était lui. Je pense qu'il y avait 2 ou 3 joueurs, justement, qui avaient fait partie si vous voulez nous en parler. De paris sportifs. Il fallait que je plug Babe dans le balado. On va aller Ancestry, là. Oui, c'est ça. Trouver des noms. Va-t-il faire des recherches, Sacha? Mais je voulais parler aussi d'un phénomène, en tout cas dans le pari. Fait que Jen, on t'arrive au mois de novembre. Oui. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut s'abonner à Cause Sport. Oui, parce que c'est lourd, le mois de novembre. Oui, c'est plate. Pour un peu le sourire puis s'intéresser à plein de choses, ben il y a l'application Cause Sport. L'application, c'est Internet. C'est quoi Cause Sport? Balado sur le foot. Le business du sport. Balado sur le hockey. Beaucoup de hockey. Aussi, la poire et le fromage, je sais pas comment tu décris ça. Là. Max, c'est du hockey. Louis, je sais pas trop, mais c'est de l'humour. Du fun. Du fun. Je pense qu'ils connaissent ça. Fait que c'est ça. Mais si les gens veulent voir, ça serait parfait. Puis, puis sinon, la chaîne YouTube, il faut s'abonner aussi. Fait que, tu as accès à tous les contenus de tous ces balados-là, en extra et tout, sur ça. Fait que c'est le temps de le faire. Il faut aller s'abonner. Let's go. Le Blood Money. Puis je vous explique c'est quoi, là, parce que là, on en entend parler de plus en plus. Ça a été mis en lumière là, pendant la finale de la WNBA. Ce sont des gens qui parient sur les performances d'athlètes féminines en fonction de leur cycle menstruel. Alors, c'est surtout Caitlin Clark, on peut mettre elle de l'avant, là, de dire, OK, elle est dans sa phase lutéale, donc elle devrait moins performer parce que c'est avant les menstruations. Donc, les gens font des paris par rapport à ça. Puis moi, ça me choquait, mais à un point. Mais avoue que ça n'a pas de bon sens. J'ai une question pour toi. Toi qui semble mieux connaître le phénomène Blood Money que moi. Oui, un petit peu plus que toi. Non, mais à les menstruations, oui. Non, ça, clairement. Mais les paris, c'est sur les performances, comme ils vont dire. Ouais. Tu vas mieux, elle va faire moins de tel point cette semaine-là. Puis leur raisonnement, c'est qu'ils calculent le cycle menstruel. C'est ça. Mais, OK, de un, cycle menstruel, il n'y a pas rien de prouvé, étude de prouvé là-dessus. Déjà, le corps de la femme, santé féminine, athlète féminine, tu as juste 6 % des recherches là, qui sont faites là-dessus. On est vraiment en retard, là, on s'en vient, mais il n'y a rien de prouvé. Il y a plein d'athlètes qui prennent la pilule en continu, qui n'ont pas leurs règles, qui font de l'aménorrhée. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, de un, ça n'a aucun rapport. Mais de deux, je trouve que cette espèce de truc confidentiel aussi, que c'est comme... En fait, ils essayent de deviner. Ils essayent de deviner. C'est comme si ça m'énerve. Il n'y a pas d'annonce qui est faite, c'est juste eux qui devinent en fonction. Ils regardent les performances sur du long temps, puis ils essaient de voir dans un cycle de, mettons, 26 à 35 jours, à quel moment ces athlètes-là sont plus faibles. C'est là que le pari sportif, on dit toujours qu'il faut que ça reste un jeu. Ils essayent de soutirer, hein? Il y a des gens qui essayent de soutirer de l'information sur des applications de menstruation, là, où tu essaies, là, ils essayent de voir... Il y a eu des fuites de données qui ont été faites sur des applications de menstruation. Donc, mais je le sais que les paris, tu peux parier sur n'importe quoi, que ce soit la couleur du Gatorade au football. Mais il me semble que moi, c'est pas la même chose. Il me semble, les menstruations. Je suis d'accord avec toi. J'oserais pas être en désaccord avec toi, de un. Mais non, mais ça juste... mais t'as le droit. Non, mais sans blague, comme... Moi, je trouve qu'il y a tout autour de monde, là. Puis il y a des gens qui font des affaires... Moi, je trouve ça juste bizarre.
comme de toutes les choses que tu peux better, d'essayer de faire une analyse basée sur... Moi, c'est comme les gens, des fois, là, j'étais allé au casino quelques fois dans ma vie, puis des fois, des gens qui se promènent, là, puis ils notent tous les résultats à la roulette, puis ils essaient de beat the system, comme ils essaient de trouver un pattern dans la roulette. Ça reste que c'est une roue qui tourne, puis c'est une balle, je veux dire. La misère à croire qu'il y a tant de stratégies, fait que moi, ça rentre un peu dans... Ils cherchent des affaires qui sont... Tu devines. Fin de la discussion, je pense que la WNBA, le sport féminin en général, victime de leur succès, parce que les gens là, regardent de plus en plus, essaient de nouvelles façons de parier sur ce sport-là, sauf que moi, j'encouragerais les gens à investir leur argent, pas dans les menstruations ou le blood money, mais peut-être plus dans les études pour, justement, que ça soit prouvé puis qu'on comprenne plus le corps féminin. Mais en fait, c'est qu'on a beaucoup d'anecdotes d'athlètes. Même, tu as déjà écrit là-dessus. Là. Il y en a, je pense, sur Cassandre Prosper, la joueuse de basketball, justement, qui raconte que ça se peut là, que tu aies des crampes menstruelles, que tu as vraiment très mal au ventre pendant une partie, ce qu'un homme n'aura pas, évidemment. Là, donc, il peut avoir certains impacts. Pour le moment, il y a des études qui démontrent, en tout cas, qui tentent à prouver que oui, il peut avoir des effets. D'autres qui disent non. Mais anecdotiquement, ça arrive. Il y en a quelques-unes qui ont plus de difficultés que d'autres. Oui, mais comme un homme, je sais pas, moi... je me réveille des fois avec des migraines. T'as mal à la tête. Je veux dire, comme cette journée-là, t'es moins allumé. C'est des choses qui arrivent. Donc, mais je veux dire, c'est une infime partie de la population qui a un cycle de 28 jours aussi. Ça peut être tellement différent. Mais oui, il y a certaines athlètes qui parlent de ça. Bref, je voulais vous dire que... T'étais choquée. Comment c'est Moi, j'étais choquée. J'étais probablement dans mes règles, probablement gros jugement de tout. Votez pour moi, pour ma performance. Ça, je me disais, là, quand je te parlais, j'étais comme, ça doit être ça. C'est ça. En tout cas, tout ça pour vous dire que... bref, il y a beaucoup d'histoires de paris présentement. Et là, on va parler de la Série mondiale. On va parler de cette belle Série mondiale. Pour moi, c'était incroyable. Je veux dire, puis il y a quelqu'un qui était sur place et c'est toi, Alex. Oui, j'ai quand même eu, c'est un privilège. J'ai fait les 2 derniers matchs à Toronto, donc les matchs 6 et 7. Moi, c'est mon sport, le baseball. C'est celui avec lequel j'ai grandi. J'ai joué au baseball. Quand j'ai commencé à vraiment travailler à temps plein à la presse, mon premier beat, ça a été le baseball. J'en ai vu là, des centaines de matchs. J'ai été marqueur pendant plein d'années. Je faisais des centaines de matchs par année aussi comme marqueur à la balle molle puis au baseball. La dernière semaine, c'est la meilleure semaine de baseball que j'ai vue de ma vie. Incroyable. C'était formidable. Et le 7e match, pour moi, c'est le meilleur match auquel j'ai assisté facilement. Puis même que j'ai vu, j'en ai vu des grands. Là. Il y a eu plein de bons matchs. Là. On a été gâtés, pourris là, dans les 15 dernières années. Vraiment, le baseball a offert des super belles années. Celui-là, c'était vraiment au-dessus de tout ce que j'ai vécu. Quand tu regardes les codes d'écoute, on en a parlé tantôt, mais comme moi, c'est ça qui me fascine. Puis, je veux dire, 45% des Canadiens ont regardé le match numéro 7. C'est comme quoi, 18-19 millions, à peu près, de gens qui ont écouté. C'est pas du hockey. Tu sais, puis c'est ça, des fois, on se dit au Canada, on est hockey, mais les Blue Jays ont créé quelque chose, puis j'en en ai déjà parlé, mais les changements de règlement au baseball, le pitch clock, le fait que les changements de lanceurs, ça se fait pas maintenant à chaque frappeur. Faut que t'en fasses au minimum 3, je pense. 3, ça vient vraiment changer l'expérience de visionnement, la stratégie autour. Moi, j'étais un grand fan de baseball. Je dis toujours que pour moi, le baseball en octobre, il n'y a pas grand-chose de meilleur que ça parce que le niveau d'intensité augmente de façon drastique au baseball en série. Mais cet automne, ça a été vraiment, vraiment phénoménal. Mais je vais être l'avocate du diable maintenant, là, mais les Dodgers, donc 2 championnats consécutifs, ça s'est jamais vu en 25 ans. Est-ce que peut-être je suis un peu bébé si je dis ça, mais est-ce que les Dodgers sont trop riches pour la Ligue? Est-ce que ça devient même plus une question de compétition? Est-ce que c'est un peu comme, je sais pas... Ils sont pas trop riches pour la Ligue. D'abord, c'est même pas le club le plus dépensé de la Ligue. Il y en a un qui dépense encore plus. Ils sont vraiment juste très mauvais. C'est les Mets de New York qui ont pris plein de mauvaises décisions dans les dernières années. Les Dodgers, ils ont un double avantage. Un, ils ont énormément d'argent. Leur masse salariale, c'est comme 320 millions de dollars. C'est 4 fois plus que bien des clubs dans la Ligue. Et 2, ils sont hyper bien gérés. T'sais, leur directeur général, ou en tout cas le président des opérations baseball, je ne sais pas c'est quoi son titre exactement. C'est quelqu'un qui a grandi dans Wall Street. C'est quelqu'un qui connaît super bien les analytics et les statistiques avancées. Ils se servent de ça mieux que les autres équipes. Donc là, tu as vraiment la combinaison parfaite de tu as de l'argent, puis tu as les gens qui prennent les meilleures décisions, puis tu as un bon entraîneur.
Puis, ils ont des très bons joueurs aussi qui prennent, qui jouent bien, qui ont du courage. Moi, je pense qu'on est peut-être même au début là, de leur dynastie. Ça fait quand même 3 fois qu'ils gagnent dans les dernières années. Mais je pense pas qu'on soit allé au bout de ce qu'ils ont offert. Ils ont des joueurs vieillissants, mais ils ont l'argent pour remplacer ces joueurs vieillissants-là aussi. Donc, moi, je pense qu'on est au début d'un cycle présentement pour les Dodgers. Il va y avoir... Ça va beaucoup brasser le niveau business dans le baseball dans les prochaines années. Il y a un gros problème dans le baseball avec la façon que certaines équipes dépensent versus d'autres. Regarde les Pirates de Pittsburgh. Les Pirates de Pittsburgh sont une des moins dépensières en termes de payroll aux joueurs. Ouais, ils sont cheap, là. Ils sont cheap à mort. Mais ils font des profits à chaque année. Ils sont profitables, les Pirates de Pittsburgh. Puis je regardais ça parce qu'après avoir écouté le documentaire, puis j'étais comme, comment ils font, les Pirates, pour y arriver, tu sais, comme... Mais ils ont un super beau stade. J'ai quand même quelque chose à dire là-dessus. Tu sais quoi? Vas-y. Tu sais que tu peux te marier dans des stades de baseball. Ben oui. Oui. Et le stade de baseball le moins cher pour te marier, C'est les PNC Parades. C'est 38 $. Ah oui, et pourtant, c'est un des très beaux stades de la Ligue. Et pour les hein? Dodgers, c'est 2000. Ah oui. C'est ça, mais Ah oui. OK. Ah, c'est bon, c'est un bon point. Tu m'amènes toujours dans des chemins là que tu peux pas planifier pour ça. Pourquoi j'ai fait des recherches là-dessus? Je suis vraiment rouge. Mais ça, OK, genre, voir que je te sors ça. Mais non, mais... Fait que peut-être qu'ils devraient faire plus de... C'est peut-être qu'ils font beaucoup de mariages, pour ça qu'ils font de l'argent, mais à coût de 38$, ils en font une aux 15 minutes. Là, mais non, ben, ils dépensent pas sur leurs joueurs, mais ils font de l'argent puis ils ont un super stade au centre-ville. Fait que même la moyenne de gens présents au stade cette année, c'était environ 20 000. 20 000 Fait que c'est comme un Centre Bell au complet. Ouais. Presque pour chaque soirs match. par année. Pour une équipe qui perd Tout le constamment là, depuis des années. Fait que les joueurs se plaignent beaucoup de... Autant qu'une masse salariale peut paraître comme une mauvaise chose parce que tu dis que tu limites le marché. Mais autant pour des joueurs, il n'y a pas de plancher salarial. Fait que là, tu as des équipes comme les Marlins, comme les White Sox, comme les Pirates. Les Rays, il y en a plein. Les Rays, ils dépensent pas. Fait que tu es toujours pris dans une situation que si dans cette équipe-là, même si tu es ailleurs, ton marché d'équipe est beaucoup plus petit. Parce que tu sais que tu n'auras pas ta valeur ailleurs. Fait que je pense vraiment qu'en 2025, il va y avoir une grosse négo de convention collective. Moi, je serais pas étonné qu'il y ait un lockout. Je ferais même pas être surpris qu'il y ait une saison complète annulée. Parce que je pense que Manfred, il a le mandat d'aller chercher un cap salarial. Mais avec ça vient un plancher salarial. Fait que ton enjeu de ta question qui est très bonne, de dire est-ce que les Dodgers sont trop riches ou est-ce que les Mets sont. Parce que les Mets auraient pu se rendre. Répète une. Tu sais, les Mets au lieu des Dodgers, on serait posé la même question. Ouais. Même à la limite, les Jays, c'est quand même 5e payroll. Ils dépensent énormément d'argent. Ils d'argent, dépensent, les le Jays, Rogers, tu sais. Mais maintenant, ce qui va arriver, c'est que moi, je pense qu'une masse salariale va s'en venir au baseball. Puis là, tout d'un coup, tu vas plus voir des contrats de 800 millions, de 700 millions. Puis ça va se rétrécir. Puis ce qu'on voit maintenant des super équipes, tu le verras peut-être plus. Je le sais pas. Moi, je le sais pas. Je suis moins convaincu que toi parce que c'est sûr qu'en effet, le 2027 va vraiment être une année charnière. Puis il y a des équipes qui vont vouloir mettre un plafond salarial, mais il y a des équipes qui ne voudront pas mettre non, de c'est plafond sûr. salarial non plus. Puis c'est sûr que si tu es l'association des joueurs, le statu quo est très favorable. Fait que tu veux pas vraiment toucher à la formule. En tout cas, si je suis. Mais est favorable côté pour de l'association. les joueurs, Ben, tu sais, c'est-à-dire si classe tu dis. moyenne, classe plus Ben, basse? je pense que si tu es dans l'association des joueurs et tu dis, OK, nous autres, notre combat, ça va être le plancher salarial, ben, Non. c'est sûr que l'autre côté, ils vont dire, ben nous, ça va être le plafond. Fait que Ouais. tu as peut-être juste intérêt à rien dire si tu es du côté Ouais. des joueurs. Pour moi, le plus grand problème du baseball, c'est pas le plafond, c'est le plancher salarial. Ouais. Il y a beaucoup trop d'équipes qui reçoivent de l'argent. Tu sais, la Ligue, là, il y a comme un gros pool d'argent, puis après ça, c'est par ça, un petit Ouais. peu communiste, OK? De la façon dont ça fonctionne. Et ces équipes-là ne dépensent même pas l'argent qu'ils reçoivent, je veux dire, du fonds central de la Ligue. C'est un problème. Il y a déjà eu des griefs, d'ailleurs, dans le passé là-dessus. Ce qui fait en sorte qu'il y a trop d'équipes lors du début de la saison. Tu le sais d'avance qu'ils ne feront pas les séries. C'est ça. Je fais mes prédictions à toutes les années au baseball, puis j'ai un super bon taux de réussite de qui va dans les séries ou pas. Ben oui. Parce que ces équipes-là, ils dépensent pas. C'est comme si dans la Ligue nationale de hockey, les Ducks puis les Sharks disaient, nous autres, on y va à 22 millions de dollars Ouais, cette c'est année. ça. Tu sais, c'est l'équivalent, là. 4 fois moins que les clubs les plus riches qui sont dans 90 millions. Fait que c'est un petit peu l'équivalent. Ces équipes-là, à mon avis, sont beaucoup plus fautives que les clubs qui dépensent, qui investissent, en fait. Ce n'est plus des dépenses, c'est des clubs qui investissent énormément dans leur masse salariale. Puis il y en a beaucoup, là, des clubs qui investissent beaucoup d'argent au baseball. Alors là, on est dans une ligue un petit peu à 2 divisions au baseball. Donc, tu as les clubs riches, puis tu as les clubs qui, franchement, eux, ils sont en bas. Puis
Ils remonteront jamais tant qu'ils n'investiront pas. Puis on l'oublie, mais dans les années 90, quand les Blue Jays ont gagné en 93, là, ils avaient la masse salariale la plus élevée de la Ligue. Tu sais, aujourd'hui, on en parle avec nostalgie, puis on se dit c'est épouvantable. Dans le temps, ça ne fonctionnait pas comme ça. Les dynasties, elles étaient quasiment toutes riches. Je veux dire, les Yankees, dans les années 20, ils ont carrément acheté Babe Ruth. Oui, c'est ça. Des Red Sox. Dans les années 50, les Yankees, là, ils pillaient, ils pillaient la formation des Athletics de Kansas City. C'est comme un club des ligues mineures qui était dans le baseball majeur pour les Yankees. Ça a toujours existé. Puis il y a déjà eu des petits marchés riches. Kansas City en 90, c'était l'équipe qui dépensait le plus. Kansas City, t'es allé souvent, là. C'est pas une grosse ville. Non, on prend tout, là. Fait que ça existe, ça prend de la volonté des propriétaires. Puis moi, je préfère une équipe qui dépense énormément ou qui investit énormément comme les Dodgers qu'une équipe qui, je veux dire, vraiment se laisse choir comme les Pirates. Là. Ben, moi, je suis d'accord. Puis je pense que, juste faire du pouce là-dessus, parce que je trouve ça intéressant comme sujet, la façon que le partage de revenus fonctionne au baseball est très différente. T'sais, mettons, au foot, t'as les contrats de médias sont nationaux. Fait que tu négocies, par exemple, avec Fox, Amazon, des contrats de télé, puis cet argent-là, avec d'autres sommes, sont partagés à travers les équipes, à part égale. Mais comment ça marche au baseball? C'est que c'est les contrats local TV revenue. Fait que c'est les contrats de télé locaux qui sont ensuite mis dans un pool pour partager. Mais on s'entend que quand ton équipe est vraiment poche, là, penses-tu qu'à Pittsburgh, ils courent les rues pour sortir un Yes Network qui va aller dépenser des grosses sommes pour montrer les Pirates? Non, mais aux Yankees, oui, par exemple. Puis aux Dodgers, oui. Fait que ces équipes-là supportent les équipes de marché, puis eux prennent cet argent-là, comme les produits des Pirates, se le mettent dans les poches, dépensent pas ses joueurs, puis ils sortent là avec profitabilité. Fait que je pense que même pour les équipes riches, le système actuel, je peux imaginer qu'il peut être frustrant. Parce que là, c'est pas les médias nationaux qui financent, c'est vraiment les médias locaux aussi, d'une certaine façon. Fait que les médias locaux de New York, etc., qui financent la profitabilité, d'une certaine façon, des Pirates de Pittsburgh. On prend cet exemple-là. La parité, c'est bien. Là. Je veux dire, on veut tous que toutes les équipes soient égales. Il y a plein de ligues qui ont plein de procédés pour y arriver. Le repêchage, c'est quand même le procédé le plus connu, le plafond salarial. Mais il y a plein de ligues, par exemple la Ligue nationale de hockey, où on aspire à la parité, il y a un plafond salarial. Et je veux dire, regardez les résultats depuis 10 ans, là, c'est presque toujours les mêmes équipes qui sont dans les séries. Puis il y a des équipes qui n'ont pas participé aux séries depuis 10 ans. Quand ils sont mal gérés, d'accord. Mais dans la division du Canadien, il n'y a quasiment pas eu de mouvement pendant 10 ans. C'est quasiment toujours les 4 mêmes équipes qui étaient dans les séries, les 4 qui n'étaient pas dedans. La MLS, c'est un autre bon cas où là, on veut la parité presque totale, puis que tous les clubs peuvent battre tout le monde à toutes les semaines. Personnellement, je trouve pas que ça fait une ligue qui est comme si spéciale à suivre. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans le monde du spectacle. Puis je pense que pour qu'il y ait vraiment des grosses rivalités, ça prend des bons puis des méchants. Puis c'est plate quand il n'y a pas de bons puis il y a de méchants. Puis c'est ce que je reproche un petit peu à la MLS, c'est qu'à peu près tout le monde est égal. OK, il y a Toronto là, qui sont les méchants pour Montréal, mais entre New York qui vient, ou Dallas, ou Colorado, ou Salt Lake City, c'est comme pas mal du pareil au même. Alors qu'au baseball, quand les Dodgers, puis les Yankees, puis les Mets viennent, c'est les clubs que t'aimes battre. Oui, c'est ça, mais t'aimes les battre. C'est, comment je te dirais, tu sais, à vaincre sans péril, on récolte pas de gloire, là, mais il y a un petit peu ce côté-là de, quand t'es au baseball, d'essayer de battre les meilleurs clubs, les plus riches. Il y a une satisfaction supplémentaire. Puis l'autre bon exemple, c'est au soccer anglais, où là, t'as 6 clubs qui sont extrêmement plus riches que tout le reste. Quand Leicester a gagné le championnat, je pense que c'est en 2015, sauf erreur, ou 2014, ça a été extraordinaire, ça a été célébré. L'équipe Cendrillon du siècle, parce qu'un des clubs qui n'étaient pas les plus riches avait battu tous les clubs riches pour se rendre jusqu'au bout. T'sais. Ça fait les plus belles histoires au final. Puis pour moi, c'est important que dans une ligue, il y ait des bons puis il y ait des méchants. Justement, dans l'équipe de méchants, là, il y a des joueurs comme Shohei Ohtani. Moi, je suis curieuse parce que tu connais beaucoup ton baseball, puis le Japon. Comment ça se passe au Japon? Comment on repêche des joueurs japonais? Comment on les forme? En fait, au Japon, ce qui est super intéressant, c'est les transferts en Amérique. Comment ça fonctionne? Au hockey, on est habitué, il y a le repêchage. Donc, on répartit les joueurs entre les 32 équipes maintenant au hockey. Donc, on répartit les joueurs entre les 32 équipes. Au baseball, c'est différent. Donc, il y a un repêchage pour les joueurs canadiens et américains. Donc, si vous êtes un Québécois, vous jouez, je ne sais pas, à NCAA, bien, vous allez être repêché pour aller dans une équipe du baseball majeur. Mais il y a 2 autres façons que les joueurs peuvent se rendre aux équipes. Alors, si vous êtes, par exemple, dominicain, vénézuélien, colombien, vous êtes un joueur autonome à partir de l'âge de 16 ans. Et là, ce qui est intéressant, ils ne peuvent pas tous signer avec les Dodgers parce que
il y a des dollars maximum que chaque équipe peut dépenser, puis plus l'équipe est poche, plus elle a de l'argent, de façon générale. Puis plus meilleure est l'équipe, moins elle a d'argent à dépenser. Donc, les joueurs sont répartis, mais pas par un repêchage, par un système de joueurs autonomes. Et le Japon, c'est vraiment plus compliqué parce que là, on parle de professionnels. Et pour compenser, en fait, les équipes japonaises qui perdent les joueurs, il y a un système, le posting qu'on appelle, où les équipes peuvent comme mettre un joueur aux enchères après sa 5e ou sa 6e année professionnelle là-bas et avant sa 9e. Donc, mettons, je suis un club de Tokyo, je dis, OK, j'ai un joueur qui a 27 ans. Yamamoto, par exemple, c'est un très bon cas. Je ne me rappelle pas pour son club au Japon, mais son club a dit au baseball majeur, voici, on le rend disponible avec son accord, on le rend disponible. Notre coût pour le laisser partir est, par exemple, de 50 millions de dollars. Et là, les équipes peuvent dire, OK, moi, ça m'intéresse, donc j'ai le droit de parler à ce joueur-là puis de m'entendre avec lui. Donc, dans le cas de Yamamoto, les Dodgers ont signé pour 325 millions. Ça, c'est quand même incroyable. Le gars n'avait jamais lancé un match. Jamais lancé un match dans le baseball majeur. Il a signé le plus gros contrat de lanceur de l'histoire. Si on exclut Ohtani qui joue les deux positions. Alors là, lui, il a reçu 325 millions, mais son club au Japon a reçu une 50aine de millions en plus. Donc, c'est un système qui ressemble un petit peu plus, un hybride dans ce qu'on voit au soccer, puis les joueurs autonomes. Donc, c'est quand même intéressant de voir que les Dodgers, présentement, en tout cas, sont clairement capables d'attirer les meilleurs joueurs. Moi, j'ai une question dans le cas de Yamamoto. Est-ce qu'il aurait pu dire, moi, je joue pas au Japon, je joue dans les majeurs à un jeune âge? Ou à un très jeune âge. À un très jeune âge, il aurait pu. Puis c'est intéressant parce que Sasaki, donc, qui est l'autre lanceur japonais, lui a décidé d'être joueur autonome plus jeune dans sa carrière. Mais alors là, il était admissible à la règle que je vous ai parlé avec les Dominicains, puis les Colombiens, puis les Vénézuéliens. Donc, il a signé, écoute, je pense que c'est comme un contrat des ligues mineures, ou en tout cas 500 000 $, un truc comme ça. Donc, il n'a pas pu signer, lui, le gros contrat à comme 200 millions de dollars d'entrée. Il était pris avec le pool maximum que chaque club avait. Bon. C'est intéressant. Là, Alex, qui a tué les expos? Vous avez combien de temps? En fait, on a déjà plus de temps pour notre actualité parce que c'est tellement intéressant. Vous avez vu le documentaire c'était tellement sur Netflix? bon! Ben oui, c'était bon. Alors, qu'est-ce qu'on que vous retient, en par pensez? contre, Alex, on va se dire, c'est tout ce qu'on a parlé. De un, t'étais excellent. D'un, j'avais des cheveux dans le documentaire quand j'étais jeune. Ça, c'est ce que Louis a retenu la semaine dernière. Mais ça, c'est sûr que c'est la seule affaire qu'il va retenir. La première affaire qu'il va retenir. On est-tu surpris de ça? Non. Non, le documentaire était excellent. On a appris beaucoup de choses. Là, moi, je me mettais à ta place, honnêtement. Puis je sais que tu en as parlé déjà beaucoup, puis tout. Puis le but, c'est qu'on va quand même parler d'un autre sujet, le sujet principal après. Mais je trouvais que moi, je suis né en 91. Fait que j'ai connu les années. Quand j'ai commencé sur le baseball, il y avait déjà 3000 personnes dans le stade olympique qui allaient là. T'es généreux. Ouais, tu sais, selon qui était affiché. Ouais, c'est ça, exactement. Puis les clubs étaient pas bons. C'était un peu déprimant. Ouais. Fait que j'ai pas connu les grandes années, mais pour des gens comme toi qui ont connu les grandes années, puis qui ont connu ces clubs-là, puis cet attachement que la ville avait, comment t'as trouvé ça participer au documentaire? Je sais que tu dis que t'es pas fan de... T'es pas en partisan, fait, tu sais, moi, mon grand drame de chroniqueur sportif, c'est que j'ai vraiment pas la partisanerie facile. Je m'attache pas tant que ça à des équipes. Donc, les expos, je les suivais. J'allais au stade comme fan. Je prenais un petit peu plus pour les Yankees quand j'étais jeune parce que c'était le club de mon père. C'est sûr que quand j'allais voir les expos, je prenais pour les expos. J'ai peut-être pas le même attachement sentimental que tant de gens ont eu. Vers la fin, je te dirais un petit peu plus. Je les ai couverts, puis les 2 dernières années, je les couvrais moins. Fait, là, je suis allé avec mon plus vieux qui était jeune. Puis là, il y a eu un petit peu plus d'émotion à ce moment-là. Le dernier match, j'ai pleuré, je l'ai couvert, j'ai pleuré genre les 2 dernières manches au complet. C'est ça, là, quand même. Mais c'était émotif parce qu'en fait, j'ai quand même couvert beaucoup de matchs pendant que j'étais journaliste à la presse qui couvrait le baseball. Mais c'est des gens que je connaissais aussi. Là, je veux dire, les employés, par exemple, qui étaient là. Il y a des gens qu'on croisait tous les jours au stade. Tu sais, quand il restait... les foules étaient affichées à 3000, mais je veux dire, j'assistais des matchs où il n'y avait pas 1000 personnes dans le stade. Tu les connaissais, là, les gens qui venaient au stade tout le temps. Mais en fait, j'étais pas tant triste pour moi à l'époque. J'étais triste pour les gens, jamais, qui étaient très attachés. On voit Jérémy Filosa dans le documentaire. Lui, c'était vraiment un gros fan. Il a organisé une marche à l'époque pour sauver les expos. J'étais vraiment triste pour tous ces gens-là. Puis, tu sais, je fais un job qui est un peu atypique, anormal. J'ai la chance de voyager dans mon travail. On fait des bons salaires quand même. Je peux aller en vacances aux États-Unis. Puis, je savais que
j'irais voir des matchs après le départ des expos quand même. Mais tu sais, je pensais à tous les gens qui n'ont pas ce privilège-là. Puis c'était la dernière fois peut-être qu'ils voient un match de baseball de leur vie. Fait que tu sais, c'est ça qui me rendait super triste, là. Je veux dire, vraiment en 2004. De rejouer là-dedans, c'était un peu spécial parce que c'était quand même une boîte qui, pour moi, était comme refermée. Là. Je pensais jamais reparler des années où j'ai couvert les expos. Puis c'est vrai que c'est une bonne histoire, en fait. Puis je pense que la force du documentaire, c'est que c'est pas un truc historique. Ça a vraiment été construit comme, ils disent ça en anglais, les true crime. Là. Oui, exact. C'est vraiment construit comme ça. De trouver le meurtrier, là, un meurtrier mystère. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment construit... Jean-François Poisson, le réalisateur, le fait comme ça. Donc, c'est... Tout au long, il va y avoir des hypothèses, il va y avoir des méchants, il va y avoir des bons, il va y avoir comme des motifs. Puis là, c'est un petit peu au spectateur, au téléspectateur d'essayer de lui-même se faire une idée de OK, qui l'a tué. Puis je pense que quand le film termine, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Tu sais, là, c'est un divulgateur, là, on donne pas de réponse pile. Moi, j'en donne une, la mienne. Ouais, c'est quoi? Moi, je dis que c'est l'argent, puis ça peut paraître très philosophique. Mais il y a quand même un fil conducteur dans tout ce qui n'a pas fonctionné chez les expos, c'est qu'il y a toujours manqué d'argent. Oui. C'est pas la mauvaise foi d'une personne. Il n'y a pas eu, à mon avis, de grand complot machiavélique où une personne voulait comme vraiment tuer les expos par orgueil ou quoi que ce soit. Il y a toujours manqué d'argent. Puis il y a eu des fois où on aurait pu sauver les expos, puis il manquait vraiment pas beaucoup d'argent. J'ai découvert la fin là, qui était pathétique. Puis, tu sais, je me souviens, il manquait comme quelques millions de dollars pour boucler le financement du stade. Puis, ils n'étaient pas capables d'aller chercher les derniers millions manquants, tu sais. Donc, il y a toujours manqué d'argent dans ce club-là à partir de 1991. Puis, pour moi, c'est ce qui les a tués. Puis, ce qui est fou, c'est... Bien, je mets une question, puis après ça, une affirmation. Mais ma question, c'est comment fonctionnait le partage de revenus à l'époque? Parce qu'exemple, aujourd'hui, les expos aujourd'hui, dans la structure actuelle du baseball, d'après moi, ça fonctionnerait dans la mesure où est-ce que tu peux être une équipe comme les Pirates, tu sais, mais il faut que tu aies du monde qui aille. Fait que l'affaire avec les Pirates, pourquoi ça marche, c'est que s'il y avait 3000 personnes qui allaient au match des Pirates à chaque jour, à chaque match, ben, tu aurais un problème. Mais quand tu as en moyenne 20 000... Il y avait une péréquation à l'époque, mais elle n'était pas aussi généreuse qu'aujourd'hui. Puis l'autre chose, à l'époque, il y avait juste un réseau de sport aussi. Il y avait juste RDS, il n'y avait pas de compétition, donc ils ne recevaient quasiment pas de revenus. C'est un monopole, RDS, ou pratiquement. Fait, il n'y avait quasiment pas de revenus des réseaux de télé, il n'y avait quasiment pas de revenus de la radio. Ils avaient très peu de revenus de commandite. Ils étaient derniers dans à peu près toutes les catégories possibles et imaginables en termes de revenus. Ça coûtait pas cher là, aller aux expos. Il y avait des soirées de hot dog à 5 $, puis une boisson hot dog, puis un billet pour 5 $. C'est encore ça aujourd'hui avec le CF Montréal. Pour les revenus, ils sont vraiment dans le creux de la ligue parce que ça coûte pas cher aller voir ces matchs-là, alors qu'aux États-Unis, ça coûte plus cher. Donc, il y avait une péréquation à l'époque, mais jamais aussi généreuse qu'aujourd'hui. Puis moi, pour ça, je serais plutôt positif si le baseball revenait ici. Au minimum, il y aurait des revenus garantis qui n'existaient pas à l'époque. Mais là, tu vois, là, on s'en va vers là. On s'en va vers notre sujet principal. Puis juste avant, juste un point, parce que je trouve que, tu sais, c'est sûr, maintenant, on peut se le dire, parce que là, en anglais, je sais pas ce qu'en français, on dit « hindsight is 2020 ». Comme tu vois, c'est toujours facile à dire après coup, mais comme... Une équipe, les Expos perdaient de l'argent chaque année, mais tu regardes les valeurs des franchises maintenant, à quel point ils ont augmenté. Avoir le stade au centre-ville, admettons que c'est quelques millions qui manquaient pour avoir le stade, là, puis qu'on l'avait eu, le stade, ben les propriétaires des Expos auraient été très, très contents aujourd'hui d'avoir gardé cette équipe-là. En fait, ils ont clairement manqué de vision, mais si on se remet à l'époque, puis j'ai beaucoup écrit aussi sur le Canadien dans ces années-là, le Canadien a été mis en vente, puis il n'y a personne au Québec qui a levé la main, puis ils ont vendu le club et l'aréna, puis je pense, de souvenir, c'était comme 235 millions. Là. À George Gillette. Hey, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup d'argent. Là. Fait que c'était une drôle époque où est-ce que les franchises sportives, la NFL, c'était pas à l'époque ce que c'est aujourd'hui. Non. Tu sais, le baseball majeur, c'était la machine sportive avec toutes les... Plus petit, c'était beaucoup plus petit. C'était beaucoup plus petit. Fait que c'était pas possible à l'époque de prévoir nécessairement ça, mais s'ils l'avaient fait, les propriétaires seraient... Il y en a qui l'ont vu. Il y en a qui ont beaucoup investi dans ces années-là et qui sont très riches aujourd'hui. Mais il y en a qui n'ont pas vu la croissance qui allait venir puis qui s'en mordent les doigts maintenant. Ouais. Bon, maintenant, on va savoir notre sujet principal. Si Sacha va acheter une équipe de baseball, va sauver, renaître les Expos. En fait, la question, c'est de savoir si Montréal est une bonne ville pour le sport professionnel. Et ça, ben, on prend une pause. On prend une pause. Et vous pouvez aller sur
co-sport.tv. Dans le fond, la première partie de l'émission est Ouais. finie. Puis ceux qui veulent continuer, c'est sur la plateforme Co-Sport. Exact. Fait que voilà. Puis ceux qui veulent pas, ben j'espère que ça vous a plu. On a quand même pu faire beaucoup de stock. Hein, dans Beaucoup de stock. C'est Tu ça. dis, on a fait... Le meilleur s'en vient. là, Mais quand c'est même. ça, le meilleur Ah non, s'en j'allais dire vient. le meilleur, c'était qu'on va se marier à PNC Park pour 28 piastres. là. Ça, 28? 38. 30, excuse-moi. À Hey, chaque fois que tu dis pirate, là maintenant, j'ai comme, je t'en fais C'est- rire à chaque fois que tu c'est dis cheap. pirate. Mais Fait que oui. 25 pêches, j'aurais peut-être dit oui. 38, c'est un peu cher. Arrête, toi. Moi, je veux la bague, puis le 38, puis tout. Mais OK, on se rencontre pour notre sujet principal.